Dion Cassius explique clairement que, comme dans l'affaire de Tacfarinas, chaque année, on célébrait un triomphe et l'année suivante, en fait, la rébellion recommençait. Elle n'en était jamais terminée. Ça a duré de 40 à 44 de cette manière-là. Sulpicius Galba, le procurateur d'Afrique, battit les Maurusiens. L'année suivante, les Maures qui avaient recommencé la guerre furent domptés. Donc on est enfin en 44, fin des 4 années de rébellion d'Aédémone et Salabus. Alors les conséquences immédiates, c'est que les deux grands municipes de Lixus en Tingitane et Césarée en Algérie actuelle, des municipes de droit pérégrin, des municipes donc de droit mauritaniens locaux, sont dissous et convertis en colonies romaines, donc des lieux de peuplement pour des citoyens romains. Donc ce qui constitue une punition contre ces cités qui probablement ont soutenu la rébellion, soi-disant la rébellion contre Ptolémée, en réalité la rébellion contre l'invasion romaine et l'assassinat de Ptolémée. En revanche, Volubilis, elle, a soutenu l'opération de pacification romaine et elle a été promue municipe de droit romain, ce qui n'a donc rien à voir avec une colonie romaine. Ce sont les bourgeois de la cité pérégrine de Volubilis qui deviennent tous en bloc citoyens romains. Ce qui en reste une dédicace témoin. Alors Suetonius Paulinus, propriétaire qui se trouvait donc dans l'opération entre 40 et 42, il fait des incursions dans leur pays jusqu'à l'Atlas. Il parle peut-être éventuellement uniquement de l'Atlas télien, mais peut-être aussi de l'Atlas saharien, ou du Moyen Atlas côté mauritanien. Il y a des atlas qui sont tout près des zones de contrôle romains ou des zones de contrôle mauritaniens et des atlas qui sont beaucoup plus loin, évidemment. Pline, quant à lui, nous dit « Il est certain qu'à la poursuite des barbares qui s'enfuyaient, on arriva jusqu'à l'Atlas. Non seulement des personnages consulaires et des généraux pris dans le Sénat qui furent alors chargés de commandement, mais encore des chevaliers romains qui ensuite gouvernèrent dans ce pays, ont eu la réputation d'être arrivés jusqu'à cette montagne. » À nouveau, si c'est le Moyen Atlas ou l'Atlas télien, il n'y a pas de grande surprise. Si c'est l'Atlas saharien et le Haut Atlas, là, ça devient plus intéressant. Et il parle probablement du Haut Atlas, qui devient l'Atlas saharien, le mont d'Exour. Donc un certain nombre d'expéditions ont conduit vers l'Atlas, et notamment l'expédition propriétaire romain en lutte contre les rebelles irrédentistes mauritaniens. Pline encore sur l'Atlas. Les cimes sont couvertes, même en été, d'une épaisse couche de neige. Atlas jaillit du milieu des sables, dit-on. Il s'élève vers le ciel, rude et dénudé du côté par où il regarde l'océan qui lui a donné son nom. Donc l'océan atlassique, atlantique. Mais couvert de bois aux épais ombrages, arrosé de sources jaillissantes du côté qui regarde l'Afrique, c'est-à-dire à l'est. À l'ouest, donc, tout desséché, ce qui est effectivement la physionomie qu'il donne lorsqu'on longe la côte atlantique. Et à l'est, couvert de forêts et de verdure. Bon, en réalité, ce n'est pas non plus le cas, à l'est aussi c'est très aride. Donc Suetonius Paulinus en particulier, mais Geta également, donc les deux propriétaires successifs de 40-42, 42-44, vont traverser les montagnes. Suetonius Paulinus est le premier chef romain qui a dépassé l'Atlas de plusieurs milles, on ne sait pas de combien. Il arrive à un fleuve qui serait appelé Guerre, en traversant le désert d'un sable noir où émergent de place en place des rochers comme brûlés. Ce pays est rendu inhabitable par la chaleur, même en hiver, comme il en a fait l'expérience. On n'a pas vraiment de détails, on sait juste qu'on est dans un espace complètement sauvage, au-delà du monde connu, et donc je vous représente un petit peu le fleuve Guir quand il devient le fleuve Saoura, du côté algérien actuel. À gauche, une représentation du fleuve Saoura, à droite, la vallée donc, de la Saoura, au site de Tarit, au bord du Grand Ergue occidental. Dion Cassius, encore sur Salabus, qui se replie devant l'offensive d'Ossidius Geta, le successeur de Suetonius Paulinus. Geta fit aussitôt marcher son armée contre leur chef Salabus et le vainquit une première et une deuxième fois. Celui-ci, après avoir laissé sur les frontières quelques soldats chargés d'arrêter la poursuite, s'était réfugié dans les régions sablonneuses. Ossidius osa y pénétrer avec lui, disposant une partie de son armée de façon à se garder contre les embuscades. Il poussa en avant, emportant avec lui la plus grande quantité d'eau qu'il put. Mais quand cette eau vint à manquer et qu'il n'en trouva plus d'autre, il fut en proie à toutes sortes de tourments. Les barbares, habitués à résister pendant longtemps à la soif, réussissant, grâce à leur connaissance des lieux, à se procurer de l'eau, prolongeaient leur résistance, tandis qu'il était impossible aux Romains d'avancer et qu'il leur était difficile de revenir en arrière, et c'est là qu'ils vont employer la magie traditionnelle mort, conseillée par un auxiliaire mort, pour faire tomber la pluie, la Tarunja. Il y a une dissociation qui est faite entre l'armée romaine qui est en bloc, qui ne connaît pas le terrain et qui a du mal, en fait, une fois qu'elle est implantée près d'un puits, à pouvoir s'en éloigner, alors que les autochtones sont plus habitués, évidemment, à manquer d'eau en été, et qu'en plus, ils connaissent les points d'eau, ils connaissent parfaitement la géographie, et donc ils peuvent s'échapper en permanence. C'est ce qui explique pourquoi l'Empire romain, de manière générale, n'arrive pas à s'étendre dans les régions désertiques. Ni Suetonius Paulinus, ni Geta ne sont allés jusqu'au fleuve qu'ils désignent comme le fleuve Nil. En revanche, donc, les contemporains Strabon, Juba II, Pline, tous parlent du Nil comme étant en partie mauritanien. Les fleuves, dit-on, nourrissent des crocodiles et toutes les autres espèces d'animaux qui vivent dans le Nil.
Certains croient même que les sources du Nil sont voisines des extrémités de la Morusie. Et alors Juba II, qui est la source de Pline, il nous raconte également que le Nil a sa source, autant qu'a pu le rechercher Juba, dans une montagne de la Mauritanie inférieure, non loin de l'océan. Aussi, il s'étale en un lac qu'on appelle Nilis. Alors ici, c'est pas une représentation du lac en question, qui est le lac Iriki. C'est le lac qui est dans la région de Merzouga, mais c'est assez similaire. Et alors, on nous raconte que même un crocodile en fut rapporté par Juba, donc c'est Pline qui raconte ça, comme preuve, et il le consacra dans le temple d'Isis à Césarée, où on le voit aujourd'hui. En outre, on a observé que le Nil a ses crues, en rapport avec l'abondance des pluies et des neiges en Mauritanie. Sorti de ce lac, il s'incline à couler à travers le pays sablonneux et aride, et il se cache sur une longueur de quelques jours de marche. Certains croient même que les sources du Nil sont voisines des extrémités de la Morusie. Il faut replacer donc ces informations dans le fait qu'ils identifient simplement le fleuve Dra, que vous voyez ici, au niveau de l'endroit où il sort des montagnes de l'Anti-Atlas. Le fleuve Dra, donc qui prend ses sources dans le Haut-Atlas et un petit peu dans l'Anti-Atlas, et qui traverse une énorme palmeraie, et qui ressemble énormément à l'Égypte, en modèle réduit, et qui donc finit par arriver effectivement dans un lac de rétention, le lac Iriki. Donc ici on a toutes les étapes, à nouveau le lac de Merzouga, plus près du fleuve Ziz, qui est entre le Gir et le Dra, mais c'est similaire. Donc il continue ensuite sa route, donc dans les dunes de Mhamid que vous voyez à droite, et ensuite donc il traverse le désert pendant plusieurs centaines de kilomètres jusqu'à l'Atlantique. Et c'est là que le fleuve en fait disparaît sous la terre. En fait, c'est l'impression qu'ils en ont. Et il ne ressurgit que en certains lieux ou en période de crue. C'est cette disparition sous la terre qui leur faisait supposer que le fleuve Dra, puisqu'il coulait toute l'année, était en fait la source du Nil et qui finissait par ressortir à un autre endroit au niveau du Nil. Et pendant longtemps, on a aussi cru que le fleuve Sénégal et le fleuve Niger étaient tous connectés au Nil et au Dra. Alors je vous remets la carte un petit peu de l'Empire romain au moment de sa formation, au 1er siècle de notre ère, avec la frontière du Limès qui est ici, qui paraît un peu complexe, puisqu'il précisément il n'y a pas de Limès, à part dans la région intérieure de l'Afrique, où il y a des zones de Limès, mais concrètement, par exemple, Rhadamès, Cadamous, est une cité sous contrôle romain. Cadamous, donc, vous voyez ici. Et donc toute la zone de Cadamous est contrôlée par les Romains. Même Rarama, la capitale des Garamantes, va devenir une cité romaine entre le 1er siècle et le 2e siècle. Donc en réalité, il n'y a pas de frontière fixe le long du désert. On a, en tout cas en Libye, et même donc en Tripolitaine, et même en Afrique en général, un contrôle plus ou moins relâché sur la frontière. La zone de frontière devient plus complexe au niveau de la Gétulie proprement dite, donc à partir des Aurès et jusqu'à la frontière de la Mauritanie, là où effectivement on a des zones barricadées, des zones murées. Et puis après, on n'a pratiquement rien jusqu'à quelques points en Mauritanie-Tingitane. Tout est orienté du côté atlantique. Dès qu'on est en arrière, donc à partir de Fès, tout le massif du Rif et tout ce qui devrait être la route jusqu'à la Mauritanie césarienne, donc la partie orientale de la Mauritanie, on n'a pas de présence romaine du tout. La présence romaine recommence en Oranie, autour des villes de Siga, etc. Donc ça pose beaucoup de problèmes sur la continuité territoriale en réalité de cet ensemble, qui n'est pas correctement attesté pour l'instant. C'est ce qui explique pourquoi ces deux ensembles sans aucun rapport, la Mauritanie-Tingitane et la Mauritanie césarienne, qui est l'ancienne Massa-et-Sili, vont former deux provinces avec deux propriétaires différents, la province de Mauritanie-Tingitane et la province de Mauritanie césarienne à partir de 44. Dans ce contexte, on est en 44 et on a cette incroyable dédicace sur cette base de statut dans le forum de Volubilis, qui date du moment de romanisation de la cité de Volubilis, au centre du vieil oppidum, du vieux municipe mort, qui avait été lui-même culturellement punicisé depuis au moins le 2e siècle avant notre ère. Peut-être des phénomènes qu'on a déjà étudiés dans l'épisode 2 et dans l'épisode 3. Ici, donc, on a la dédicace d'un certain fils de Bostar, qui est aussi gendre d'un certain Iselta. Et il se trouve, on va le voir, que Bostar est un nom punique, sémitique, phénicien, syrien, et Iselta est un nom berbère. Donc son beau-père est un berbère, et son père est un berbère punicisé, ou un punique. A. Marcus Valerius Severus. Là, on a les trois noms romains classiques, les tria nomina. Marcus, c'est le prénom, peu importe, il y en a très peu, ils sont très répétitifs. Valerius, c'est le nom de sa gens. Et il se trouve que Valéria est l'épouse de Claude. Ça veut dire que Claude, en 3e noces, a épousé une femme de la noblesse de la famille de la gens Valéria. C'est peut-être ce qui explique que ce fils de Bostar, au moment où il devient citoyen romain, le devient en étant inscrit dans la famille de Valéria, l'épouse de Claude, en bas à droite. Et il est également inscrit dans la tribu Galéria. C'est une tribu rurale, romaine. Ça n'a rien à voir avec les tribus mauritaniennes. C'est une tribu administrative. On a par exemple un Gaulois à la même époque qui est lui aussi inscrit dans la tribu Galéria. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on nous explique que Bostar, donc un nom sémitique qui veut dire Ishtar, Boshtar, donc avec Ishtar, avec Vénus, avec Astarté, le nom d'un général punique de la première guerre punique, du milieu du 3e siècle avant notre ère. Il a eu un cursus honorum exactement comme dans le système romain, sauf que Volubilis, à cette époque, avant 44, était une cité pérégrine.
donc de droit mort, pas du tout une colonie romaine. Et donc il a eu un cursus honorum magistral, donc de fonction politique, élective. Il a été élu par les volubilitains édile, donc administrateur urbain, chargé de l'entretien de la ville. Et puis il a été élu suffète. Suffète correspond au choufet, donc c'est un titre punique, et les dirigeants de la République carthaginoise portaient le titre de choufète, qui est parfois comparé avec le titre de consul à Rome, mais qui en réalité renvoie plus précisément à la magistrature judiciaire. En tout cas, c'est de cette manière qu'on traduit la magistrature des choufettes qui existait avant les rois et qui subsiste en dépit de la monarchie et contre la monarchie pendant toute la période de l'âge du fer, la période archaïque des Israélites et des Judéens. Par conséquent, un livre de la Bible se nomme les Shofetim, donc les juges. Ce qui correspond globalement à la magistrature, non pas des consuls romains, qui sont les dirigeants des armées, qui sont les stratèges dans l'administration romaine, mais des préteurs, en réalité, qui sont donc les juges suprêmes de la cité romaine. Et il se trouve qu'en effet, choufet ici correspond à une fonction qui est inférieure au titre de chef exécutif et militaire de la cité, qui est l'équivalent du consul romain, qui sont appelés ici les douumvirs, les deux hommes. Probablement un titre punique ou mort, mais on ne le connaît pas, il est simplement traduit ici en latin. Donc la cité en 40-44, elle montre une évolution depuis une culture mort punicisée vers une culture qui est en train de se latiniser, de se romaniser. Il a été premier flamine dans son municipe, c'est-à-dire l'équivalent de la magistrature de pontife, à Rome, le chef de la religion locale. On nous dit qu'il a été préfet des auxiliaires contre Aédémone, qui fut écrasé lors de la guerre. Donc on a un témoignage de la guerre d'Aédémone de l'époque. Non pas de source historique textuelle, mais bien épigraphique, une inscription d'époque de l'an 44, qui nous explique donc qu'il a dirigé les troupes auxiliaires morts contre les morts hostiles aux Romains. En fait, il était un rebelle contre Ptolémée, et il a été transformé en partisan de Ptolémée contre les rebelles. Et alors la suite de la dédicace de la base de statut, on nous dit l'ordre du municipe de Volubilis, donc le conseil des décurions, le Sénat si vous voulez, l'assemblée haute de la cité, en raison de ses mérites envers la chose publique, la République, et on va retrouver cette expression de République des Volubilitains, mais c'est un terme complètement classique dans la nomenclature latine, qui va donner le mot République, la Respublica, et de l'ambassade qu'il effectua avec succès, et grâce à laquelle il obtint du divin Claude, donc l'empereur Claude, qui préside à cette conquête et à cette intégration de la Mauritanie et cette transformation en deux provinces de Tingitane et Césarienne, il a obtenu la citoyenneté romaine pour l'ensemble du municipe des Volubilitains. Il a aussi obtenu le connubium, le droit d'intermariage, c'est-à-dire que tous ces Volubilitains, s'ils sont mariés avec des morts non volubilitains, des morts, des Gétules, des Berbères, peu importe, des affranchis, ils auront tous, leurs enfants auront le droit de citer romain également. C'est le droit de connubium que précisément Marc-Antoine avait obtenu avec Cléopâtre, qui a fait que Cléopâtre Sélénée était romaine. Immunité pour 10 ans pour les étrangers domiciliés, donc les biens des citoyens, donc romains, volubilitains, tués pendant la guerre et restés sans héritier, au lieu d'être saisis par le trésor public impérial, restent donc à la cité de Volubilis. Il n'y a aucune saisie qui est effectuée sur leurs biens. On nous dit surtout que c'est Fabia Bira, nom romain, fille d'Iselta, donc un notable de nom berbère, un nom mort, son épouse qui a élevé la statue à ses frais, qui a remboursé en fait le Sénat après l'installation, et qui a fait graver donc l'inscription. Et il se trouve que Fabia Bira, fille d'Iselta, est connue d'autres inscriptions, et que c'était une personne extrêmement importante, comme il y en avait en fait un grand nombre de notables berbères, de grandes familles, qui étaient flaminiques. Donc elles étaient prêtresse, où elle faisait partie d'un ordre religieux ou de fonctions magistrales religieuses importantes. Donc Volubilis rejoint Tanger avec ce statut de municipe de droit romain. Ça n'est pas une colonie romaine, on n'y implante pas des populations italiennes, on donne simplement le droit de cité à la population. Vous ne pouvez pas imaginer meilleur statut dans le système impérial romain. Alors, Beau Ishtar, avec Vénus, donc je vous remets le cortège de Vénus que je vous ai déjà montré, qui est justement d'une grande maison de la grande noblesse, une des plus grandes maisons de Volubilis, si ce n'est la plus grande maison, la maison du cortège de Vénus, où il y a un certain nombre d'autres mosaïques absolument magnifiques, qui représentent ce moment où on faisait sortir la statue de Vénus, Aphrodite, Ishtar, sur la mer tous les ans. L'histoire n'est pas terminée, puisque peu de temps en fait après la conquête romaine, une vingtaine d'années après la conquête romaine, on a une période de guerre civile, d'instabilité très forte, à la chute de la dynastie, entre guillemets, julio-claudienne, fondée par Auguste. Et donc c'est l'année des 4 empereurs, en 69. On nous explique qu'un certain donc Albinus, qui a été installé à la tête de la Mauritanie césarienne par Néron, le dernier empereur julio-claudien, lorsque Galba lui succède, et Galba est lui-même le frère de l'ancien proconsul de Mauritanie qui avait lutté à l'époque contre Aédémone, Galba donc donne à Albinus aussi la Tingitane, donc il devient gouverneur propriétaire de toutes les Mauritanies, de l'Atlantique jusqu'à la Numidie, qui contrôle 19 cohortes et 5 cavaleries. Et il a aussi des auxiliaires morts, genre que les courses et le brigandage rendent très propres à la guerre. Après le meurtre de Galba, donc nouvel empereur, Othon, Albinus donc prend parti pour Othon. Il ne se contente plus de l'Afrique, Albinus menace l'Espagne.
Un partisan de l'ennemi, donc de Vitellius, qui est en Espagne, donne l'ordre à la 10e Légion de s'approcher du détroit, comme pour le passé. Des centurions furent envoyés en avant pour gagner à Vitellius les esprits des morts, donc on envoie des hommes, des capitaines, l'équivalent des capitaines, pour essayer de recruter des morts comme auxiliaires et de convaincre les morts de passer du côté de Vitellius contre Othon. Et apparemment, ils ont très peur de la Légion de Germanie, du massacre qu'elle pourrait causer s'ils ne se ralliaient pas à la bonne personne, et donc ils se rallient à Vitellius. Voilà. Albinus, déteignant le titre de procurateur, ou de légat d'Auguste Propraetor, se parait des marques de la royauté et du nom de Juba, donc on a une espèce de royaume de Juba III. Alors on ne sait pas si c'est vrai, ou si c'est une diffamation pour dire qu'il avait renoncé à la romanité, qu'il se prenait pour un berbère, ou qu'il était dans le despotisme monarchique, etc. Albinus, allant par mer de la province tingitane dans la province césarienne, donc de Sala ou Lixus ou Tanger, vers Siga ou Césarée, est tué au débarquement, donc à Césarée probablement. Donc, je vous passe les détails du massacre, mais c'est assez violent. Un dernier petit élément important, dans cette intégration des morts et des numides dans l'espace romain, ce sont ces auxiliaires morts qui vont être au service de Trajan, et qui sont dirigés par un certain Lucius Quietus, qui est connu comme Kitos en grec. C'est le fils d'un auxiliaire qui a lutté, par exemple, contre Aédémone à l'époque. Donc en 40-44, il était auxiliaire de l'armée romaine, auxiliaire mort de l'armée romaine. Et puis, avec ses troupes, il est recruté comme auxiliaire pour lutter contre les Daces dans l'invasion de Trajan de la Dacie, au nord du Danube, à l'autre bout de l'Empire romain. Et puis ensuite, il est vraiment le numéro 2 de la conquête menée par Trajan en personne de la Mésopotamie, l'Irak, qui va être intégré pendant quelques décennies à l'Empire romain, au détriment des Parthes. Donc à nouveau, on est complètement à l'extrême opposé de l'Empire romain. Ce qui va lui permettre une nouvelle promotion, il devient légat procurateur, légat d'Auguste Propraetor en Judée, en 117. Et il écrase une révolte qui est appelée la guerre de Kitos dans les sources grecques juives de l'époque. Et puis finalement, il est exécuté par Adrien lorsqu'il prend le pouvoir après Trajan. Ce personnage donc ici, avec ses cheveux bouclés à côté de Trajan, qui regarde Trajan, correspond donc à ce qu'on retrouve sur la colonne Trajane, un énorme monument, une colonne avec donc tout un déroulé en bande dessinée des guerres de Trajan et des conquêtes, etc. Et ici, là, on a une représentation justement des troupes de Lucius Quietus, berbères, morts, avec leurs cheveux bouclés longs, ou mi-longs, en bol, à cheval évidemment, donc la cavalerie mort et numide, dont on a déjà parlé, cavalerie au javelot. Donc ici, on a quelques détails de ce passage, de ce morceau, de cette longue frise de la colonne Trajane. Et dans ce contexte, Trajan est le fondateur de la toute dernière colonie fondée en Afrique du Nord, en fait, Timgad, Tamugida, qui se trouve à côté du quartier général, on va y revenir, de la seule légion qui est dans toute l'Afrique du Nord, et qui est à Lambèse. Et juste à côté de Lambèse, donc, il y a un petit village berbère, numide, qui s'appelle Timgad. Et c'est là qu'ils vont fonder une nouvelle colonie, très importante, avec un temple à la triade capitoline, que chaque cité romaine, municipe de droit romain comme un volubilis ou véritable colonie de peuplement romain, se doit d'avoir. Et donc ici, probablement, on installe des Romains, on installe des Italiens, on installe des citoyens romains du monde romain tout entier, puisqu'il commence à y avoir énormément de citoyens romains partout dans le monde entier, et puis toutes les troupes, tous les vétérans, et parmi ces vétérans, évidemment, les vétérans morts de l'armée de Lucius Quietus. Et donc avec l'arc de Trajan, qui est un des monuments les plus impressionnants, avec ce qui reste du temple de la triade capitoline de Timgad.